Du coup, rebonsoir. Je propose qu'on fasse un petit tour en fait, des différentes associations et du coup des différentes personnes qui sont ici présentes. Je sais que certaines sont un peu stressées parce que c'est une première fois. Et alors, moi je tiens à dire que donc, normalement, moi je suis programmateur ici, je suis plutôt dans des rencontres, débats vraiment où je vais parler du film et où du coup je pose des questions qui sont souvent que techniques autour du film et je me repère à la filmographie généralement des personnes que je rencontre. Donc, je suis sans doute plus stressé que vous à l'idée de prendre la parole ici et de devoir mener les échanges autour d'une thématique. Donc, n'ayez crainte. Et vous le verrez, je pose souvent des questions très bêtes. Du coup, ça s'adresse aux spectateurs et spectatrices. N'ayez pas peur de poser des questions. Parce que, croyez-moi, je me suis déjà pris les pieds dans le tapis un nombre de fois assez indéfini. Voilà, et de manière assez fulgurante quelquefois, donc il ne faut pas avoir peur de toute prise de parole. Du coup, voilà, on a 4 associations qui sont ici, le projet Lama, le Pélican, Modus Vivendi et les Alcooliques Anonymes. Du coup, je vais commencer en bout de table, enfin comme ça on peut faire ici, du coup, ça va être Ilia Sarkissian du Modus Vivendi. Parce que vous êtes 4 associations très différentes quelque part, il y a des traits communs, mais très différentes aussi. Du coup, je trouve que c'est intéressant de voir quel est un peu le parc associatif qui peut exister. Ok, donc moi je travaille à Modus Vivendi, c'est une ASBL qui fait de la réduction des risques liés à l'usage de drogue, qu'elle soit légale ou illégale. On a plusieurs projets dans plein de milieux de vie différents. Et quand même un truc qui est différent de la réduction des risques, c'est qu'on travaille avec des gens qui consomment et on n'est pas spécialement dans une visée d'arrêt. Voilà. C'est un peu la spécificité de la réduction des risques. Et du coup, Ilaté, du projet Lama. Ça fonctionne, oui. Ben, moi, je m'appelle Irache, je suis infirmière au projet Lama. Le projet Lama, c'est un centre d'accompagnement psychomédico-social ambulatoire pour des gens qui ont différents types de lassitude. Et on fait aussi la réduction des risques, comme Modus. De la même façon, nous, on n'est pas dans un vice d'arrêt. Enfin, on est juste selon ce que la personne nous amène, on va accompagner de la façon qu'on peut au mieux, quoi. Voilà. Je ne sais pas si toi, tu veux rajouter quelque chose. C'est parfait, c'est complet. Alors, moi, on m'a glissé dans l'oreillette que vous avez un nouveau projet qui se développe spécifiquement vers les femmes. Alors, nouveau projet, on a décidé d'ouvrir un espace femmes au projet Lama. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait en tout cas une accessibilité aux services qui était plus complexe pour les femmes. Donc, on s'est posé un peu des questions autour de cette thématique. Donc, notamment, c'est un milieu qui peut être assez précarisé et qui multiplie, on va dire, plusieurs difficultés. Donc, en tout cas, les femmes sont plus, entre guillemets, fragilisées et donc ont plus de difficultés à atteindre certains services. Il y a d'autres questions qui se posent autour de ça, mais... Donc voilà, donc l'idée c'était de pouvoir ouvrir un espace, alors pour le moment très libre, espace de discussion, et on verra un petit peu ce qui va émaner en tout cas des thématiques qu'elles vont nous amener. Donc à suivre. Du coup, maintenant c'est Florence du Pélican. Oui, donc bonjour, moi je suis Florence Marcin, je suis psychologue au Pélican avec mon collègue ici, Arthur Hernandez. Le Pélican, c'est une asso qui fonctionne en ambulatoire aussi. On travaille également avec les objectifs des personnes. Ça veut dire qu'on va aussi bien travailler avec la question de l'abstinence, mais aussi de la modération. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, de pouvoir s'adapter aux objectifs. On organise aussi des groupes de parole. On a des collègues qui travaillent en prévention avec les jeunes. Donc c'est une collègue qui travaille en entreprise, où elle accompagne les lieux de travail par rapport à leur politique au sujet des consommations. Voilà. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter ? Voilà. Virginie. Oui, bonjour. Donc moi je m'appelle Virginie et je suis alcoolique par contre.
mais j'ai pas consommé aujourd'hui. En fait, moi, j'étais un peu cette jeune fille dans le film. J'ai arrêté de consommer quand j'avais 29 ans. Donc cette année, je fêterai mes 14 ans d'abstinence. Et merci. Je fais partie de l'association donc, des alcooliques anonymes. Ça a été très bien expliqué dans le film un petit peu que nous sommes des hommes et des femmes et qu'on partage entre nous ce qu'on peut pour essayer d'arrêter de boire. Nous, on prône plus l'abstinence totale. Et je le défends d'autant plus que quand on voit un passage dans le film où elle trempe son doigt dans le verre, je me dis mais quelle souffrance. Aujourd'hui, j'ai plus du tout cette souffrance. Aujourd'hui, je ne consomme pas, j'ai absolument pas envie de consommer et je vis vraiment bien dans cette abstinence. Et alors, une petite parenthèse, je fais aussi partie de la cellule jeune et donc on essaye un petit peu que le mouvement des alcooliques anonymes se rajeunisse et puisse être un peu plus proche des jeunes parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de jeunes qui se rendent compte qu'ils ont un problème avec l'alcool et on essaie de les aider. Donc voilà. Là, moi, je vais partir sur l'objet du film parce que justement, un parcours qui peut te rappeler le tien, mais moi, j'aimerais bien savoir en quoi le film peut être exemplaire ou pas, parce que moi, je trouve qu'il y a un peu comme un chapitrage dans le film, il y a la prise de conscience à un moment donné. Donc, je me demande, est-ce que cette prise de conscience, elle est nécessaire ou pas? C'est un peu naïf comme question. Je pense qu'il faut une prise de conscience, mais et il y a quand même des points de rechute, des points aussi où elle se ment. Je crois qu'elle ne veut pas reconnaître, on se raconte autre chose. Donc, est-ce que le parcours du film est un parcours un peu type ou pas? C'est pour tout le monde. Ouais, je veux bien partager. Moi, j'ai trouvé ça très réaliste par rapport à mon vécu, par rapport à la descente progressive, par rapport au fait qu'au début, on s'amuse dans l'alcool, puis finalement, la vie devient un enfer. On devient de plus en plus méchant avec les autres. On perd les choses petit à petit. L'alcool, c'est comme une marée noire qui petit à petit va dans tous les domaines de notre vie. Et à un moment, on se retrouve seul et c'est la galère. Moi, ce que je trouve juste peut-être dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu l'après. Ce que je souhaite vraiment à cette fille, c'est de continuer un jour à la fois. Il le dit bien, on arrête de boire juste pour aujourd'hui. Ça, c'est vraiment très important. Si on m'avait dit à 29 ans que j'arrêtais de boire pour toute ma vie, c'est sûr que je refaisais marche arrière et que je repartais consommer. Mais de savoir qu'on peut être abstinent et qu'on peut avoir une super belle vie. Aujourd'hui, j'ai un magnifique petit garçon de 9 ans. Ça, je ne l'espérais pas quand je consommais. Donc, il y a vraiment plein de belles choses qui peuvent arriver. C'est vraiment une note d'espoir, peut-être qui manquait. Il y a plusieurs micros. Après, si ça ne vous inspire pas, il faut me le dire. Je repars sur autre chose. Mais... Moi, je peux répondre à cette question. Effectivement, c'est un parcours qui est assez réaliste en fait par rapport à ce que nous on peut entendre dans les consultations qu'on fait. Maintenant, je pense pas qu'il y ait un parcours type. Je pense pas que chaque personne passe par les mêmes étapes, etc. Dans une même temporalité, c'est très différent d'une personne à l'autre. Et encore une fois, comme nous on travaille avec des personnes qui veulent soit réduire, soit arrêter, c'est vrai qu'on va rarement observer le même cheminement. La fonction de l'alcool aussi n'est pas forcément la même pour les personnes. C'est-à-dire que certaines personnes, ça va permettre de calmer des émotions. Pour d'autres, ça va être plus sociable. Pour d'autres, ça va être plus associé à des moments de plaisir avec eux-mêmes. Enfin, voilà, il y a une pluralité de fonctions, une pluralité de temporalité, de parcours, etc. Mais bon, évidemment, ce film ne pouvait pas montrer tous les parcours. Voilà. Mais ça en montre un qui est effectivement assez réaliste. Et pour ce qui est de la prise de conscience, je pense que dans tous les parcours, il y a un moment où il y a une prise de conscience. Enfin, sinon, je pense qu'on ne décide pas de se prendre en main, de faire un suivi, de décider de diminuer ou d'arrêter. Et parfois, la prise de conscience, elle vient de soi ou si certaines personnes autour de vous ont pu vous montrer que... Mais je pense que ça vient quand même toujours de la personne. Et ça ne doit pas spécialement être aussi dramatique que dans le film pour prendre conscience. On peut prendre conscience avant des drames. Moi, une question aussi que je me pose par rapport au film, c'est on se rend compte que son père est aussi dans un rapport d'addiction. Est-ce que ce rapport-là, déjà aussi, il y a une banalisation de l'alcool dans la société, de certaines autres substances, ou ça peut être même des substances légales comme les antidépresseurs ou autres. Mais du coup, est-ce qu'il y a un parcours qui
qui va orienter vers une forme d'assuétude ou pas. Est-ce que ça se remarque? Est-ce qu'aussi, dans le cas de l'alcool, qui est quand même un produit mis librement en vente, qui arrange bien les affaires de l'État aussi, on peut prendre le tabac aussi, il y a plusieurs exemples comme ça, mais voilà, est-ce qu'il y a un terrain qui favorise ces assuétudes? L'alcool, c'est la seule drogue qu'on doit justifier de ne pas prendre. Enfin, c'est la seule. C'est une drogue qu'on a culturellement ancrée, en tout cas en Europe et en Belgique, depuis toujours. Enfin, il y a les moines trappistes, c'est la fierté de la Belgique. La bière, ça fait partie de notre culture. Enfin, il y a un truc autour de l'alcool tout le temps, partout. Ce qui le rend d'autant plus difficile, je pense, pour arrêter, c'est les moments de tentation sont encore plus grands, je pense, qu'avec d'autres prods, parce que terriblement accepté et accessible. Dans cette idée-là aussi, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement culpabilisant. Donc on est dans une société où on nous initie à l'alcool très jeune. Boire, c'est même bien vu. Et, on peut même passer des lendemains de veille à comptabiliser à quel point on a pu consommer. Et puis, si un jour, une personne rencontre une difficulté avec l'alcool, tout d'un coup, c'est elle qui ne sait pas gérer, c'est elle qui est responsable. Et là, il y a un truc qui est quand même assez hypocrite et assez violent, en fait, pour toute personne qui a envie, à un moment donné, dans son parcours, de remettre en question la place que l'alcool prend dans sa vie. Je pense que c'est hyper important d'ouvrir les yeux là-dessus, parce que sinon, ça reste totalement une responsabilité qui est individuelle pour les personnes, alors que clairement, il y a un impact du collectif et de la société. Donc voilà, juste ajouter ça. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des commentaires ou une envie de... Moi, si je peux juste compléter un Oui, petit oui, peu, oui. parce que vous demandiez s'il y avait des terrains particuliers. Effectivement, on voit qu'elle vit dans son enfance notamment la bipolarité de son père, qui est quelque chose de très difficile pour elle. Quand elle est reconfrontée à ça par la suite, c'est quelque chose qui la pousse à reconsommer ensuite. Voilà. Il peut y avoir des histoires familiales, il peut y avoir des faits dans la vie aussi traumatisants qui peuvent pousser à la consommation justement pour calmer ça. Donc voilà, après, sur l'aspect plus biologique, médical, là, je ne saurais pas trop dire pour le coup, mais voilà. Apparemment, il y aurait peut-être quand même des trucs un peu génétiques, mais il n'y a pas de super preuves. Mais en tout cas, c'est des facteurs aggravants, et des facteurs à risque d'avoir des gens qui sont dépendants dans sa famille, d'avoir des histoires familiales compliquées. Tout ça, c'est des facteurs à risque. Mais il y a aussi plein de facteurs protecteurs. Le fait d'avoir une bonne estime de soi, d'avoir un bon entourage, d'avoir je pense que justement, des trucs comme les alcooliques anonymes, où il y a un entourage, où il y a des gens qui sont là pour vous écouter, vous soutenir, c'est des trucs qui sont hyper utiles, quoi. Et on a tous, à certains moments, besoin d'une canne ou d'une béquille, quoi. Oui, j'ai juste envie de partager mon parcours. Donc, ma maman était alcoolique. Elle a arrêté de boire quelques années après moi aussi en passant chez Léa. Mais donc, j'ai vécu toute mon enfance avec une maman qui consomme. Et donc ça, c'était très compliqué. J'en profite pour rajouter qu'on est une association aussi qui sont les Al-Anon et qui sont là pour aider justement les familles et les amis d'alcooliques. Et donc moi, quand je suis tombée enceinte, ça a été mon gros stress de me dire, si maintenant je fais un enfant qui deviendra aussi alcoolique, j'ai pas nécessairement envie qu'il ait la même vie que moi. Et un ami m'avait dit que de toute façon, s'il devait tomber dedans, je pourrais rien y changer, mais que par contre, je pouvais lui montrer le chemin que moi j'avais pris. Aujourd'hui, mon fils a 9 ans et quand il avait 1 mois, je suis retournée en réunion, parce que chez nous, on fait beaucoup de réunions et on dit qu'il faut essayer de ne pas lâcher les réunions. Et donc, j'ai dit à mon petit, qui avait 1 mois, je dis, tu sais, maman s'en va parce qu'elle va en réunion, parce que c'est important pour aller bien. Et aujourd'hui, Célian, c'est qu'on peut avoir une relation avec l'alcool très bien, boire normalement. On peut être, comme moi, être malade alcoolique, mais ne pas consommer, et on va en réunion. Et il a une vision très, très fun des réunions où on boit du café, on mange du gâteau. Et puis, il y a des gens qui sont malades et qui n'ont pas encore trouvé la solution. Et ça, c'est parfois les gens qu'on voit s'énerver, des choses comme ça. Enfin, donc, c'est la seule chose que je peux faire. S'il y a un côté héréditaire, c'est lui montrer qu'il y a aussi un chemin pour se rétablir. Voilà, merci. Est-ce que spécifiquement aux alcooliques anonymes, donc quand on
on se fait parrainer, marrainer, si je ne me trompe pas. Et puis, à un moment donné, on devient aussi parrain, marraine. Alors, Est-ce que c'est de facto ou pas? Alors, et est-ce que justement ce type de relation... c'est recommandé. J'ai mon filleul qui est là dans la salle. Après, moi, j'ai eu un parrain d'accueil. Je sais qu'aux États-Unis, ça se fait énormément. En Belgique, c'est une tradition qui s'est un peu perdue. Mais voilà, en fait, tous les membres du groupe sont vraiment là pour accueillir le nouveau qui essaye d'arrêter de boire. On a un système de numéro de téléphone qu'on peut se partager. Et effectivement, on peut appeler si on a envie de boire. On voit aussi dans le film le monsieur qui a 12 ans d'abstinence. Et on voit qu'ils se croisent sur la plage. Ils ne parlent pas d'alcool, mais tous les deux savent très bien qu'ils font partie des alcooliques anonymes. Et ça, je trouvais ça très révélateur. Voilà. Mais effectivement, le fait de pouvoir parrainer en plus un nouveau, c'est génial. Ça, c'est formidable. La parole est importante, parce que je pense que dans tous les groupes, il y a, enfin, quelles que soient les associations, il y a des groupes de parole. Ou pas. Enfin, Ça va être court, donc non, on n'a pas de groupe de parole. mais alors, c'est pas grave, je fais pourquoi. Enfin, Alors, il y a un projet d'en mettre, en tout cas sur place, dans un second temps, notamment par le biais du groupe femmes. Donc on verra ce que ça donne, mais donc pour le moment, c'est que des rencontres individuelles. Mais où la parole prend place. Pardon ? La parole prend place dans ces rencontres, Oui, bien même sûr. si ce n'est pas des groupes de parole. Si. Donc évidemment, la parole a toute sa place. Alors ça peut être par le biais, donc la porte d'entrée peut être sociale. Pour certains, c'est plus évident. Pour d'autres, le support médical. Et le psy, alors on n'est pas dans le top 3 des favoris. Hein. Aller voir un psy, c'est pas toujours fun. Mais donc en général, ce travail-là arrive plutôt en deuxième, troisième plan, quand vraiment l'alliance thérapeutique est mise en place, que la personne se sent en confiance dans la sauce. Après, elle peut attaquer plus un volet plus complet, on va dire. Mais le volet du corps, en tout cas, est important comme premier, et ensuite, plus qu'un travail d'élaboration sur le processus et le parcours. Et nous, on n'a pas du tout de groupe de parole. Par contre, on a un projet spécifique lié à l'alcool en milieu étudiant, ou dans les hautes écoles et les universités. Et là, on va former certains délégués de cercle. On va aussi avoir des formations avec les délégués bars, avec le folklore. Et en fait, faire des prises de conscience de la place de l'alcool dans la vie étudiante, dans la vie tout court, de qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place, de faire des stands avec des animations, avec des jeux. Enfin, on a plutôt un côté ludique et préventif. Et mais Modus ne fait pas du tout de suivi individuel. On va plutôt réorienter vers les assos qui sont là. Mais nous, on n'a pas ce rôle-là, quoi. Et vous avez un rôle en prévention. Vous êtes plusieurs à avoir un rôle en prévention. Alors, c'est pas de la prévention, c'est de la réduction des risques. C'est-à-dire que la prévention, c'est plutôt dire c'est pas bien, faut pas le faire. Nous, c'est dire si tu le fais, fais-le de telle manière que ce soit le plus safe possible. Oui, mais ces deux concepts, pour moi, ça reste de la prévention. Voilà, à mon sens, prévenir des risques, c'est pas dire que c'est pas bien de faire. Pour moi, on est peut-être dans une forme de jugement qui est peut-être nécessaire. Oui, moi, si je peux juste me permettre, j'ai travaillé en prévention quand même des années avec le Pélican, et on ne va pas du tout dire que c'est pas bien de consommer. Oui, je caricature, hein, je sais. Oui, je sais que tu caricatures, mais enfin vraiment au contraire, on invite plutôt à une prise de conscience, de se dire tiens, en fait, consommer, c'est quelque chose qui peut arriver dans le parcours de vie, et même ça arrive généralement à tout le monde. À éveiller aussi que consommer, c'est pas juste consommer de l'alcool, qu'en fait on consomme plein de choses. Quand on est sur les écrans, en fait on consomme, et c'est plus la question de la prévention, de pouvoir se rendre compte à partir de quel moment une consommation peut devenir douloureuse, justement pour qu'ils aient un peu en amont ces questions de réflexion, et qui puissent développer cette conscience de la consommation pour que ça reste quelque chose qui fait du bien. Parce que
dans ce film, évidemment, on parle d'addiction et on voit tout le côté qui est trash et douloureux, mais il y a aussi des parties où on voit à quel point ça a été chouette pour elle de consommer et ça lui a fait du bien. Et il y a la notion de plaisir dans ce film. C'est important qu'on parle aussi de consommation et de plaisir et pas juste que les plus jeunes, parce que nous, c'est avec les ados qu'on fait de la prévention, pensent que quand on leur parle de consommation, on leur dit attention, hein, parce que après, tu vas devenir addict. Enfin, c'est pas du tout ça qu'on a envie de passer comme message. Et si on passe ce genre de message, on coupe toute communication possible. Et c'est là que c'est dommage, quoi. Donc, la consommation, c'est aussi le plaisir. Et après, il y a comment on fait attention, comment est-ce qu'on fait prévention là-dessus aussi, quoi. Moi, j'ai une question naïve, mais à partir de quand on peut parler d'addiction ou d'assuétude? Parce qu'on a à la fois une société, je veux dire, il y a quelques années, on nous conseillait encore, enfin, peut-être il y a plus de 20 ans, mais malgré tout, c'est pas si longtemps que ça, on conseillait de boire de la bière quand il faisait chaud, parce que la bière est rafraîchissante. On conseillait, à Liège, on conseillait de tremper les tétines dans le péquet pour que les enfants passent une bonne nuit. Donc je veux dire, même si c'est il y a quelques, par paquet de dizaines d'années, l'évolution, elle est assez lente. L'alcool, il est extrêmement toléré. Mais à partir de quand on peut considérer qu'il y a une assuétude? Nous, chez les alcooliques anonymes, en fait, on a beaucoup de clichés. On se dit on est obligé de boire tous les jours, on doit boire le matin. Quand on est jeune, c'est pas possible qu'on soit alcoolique. C'est plus les hommes que les femmes. Enfin, ça, c'est vraiment un peu tous les clichés, en tout cas, que moi j'avais quand je suis arrivée. Et on m'a fait comprendre qu'en fait, c'était ce qui se passait dans ma tête. C'était pas le nombre de verres que je buvais, c'était pas la qualité de ce que je buvais, whisky, vin, peu importe. C'était vraiment ce que ça avait comme impact dans mon cerveau et quelle était la concentration que j'allais avoir sur ce verre que j'allais pouvoir potentiellement boire le vendredi en sortant avec les amis. C'est vraiment cette obsession mentale qu'on essaye de travailler, de prendre conscience. Bon, je ne sais pas si je vais rajouter quelque chose par rapport à ce que toi t'as dit, mais pour moi, il y a, enfin, de ce que je vois quand j'ai une personne devant moi, il n'y a pas vraiment de déclic ou quelque chose qui va faire qu'aujourd'hui tu es toxicomane et pas hier. En fait, c'est juste la façon de gérer ou qu'est-ce que le produit va te faire sentir, en fait. Est-ce que ça, c'est OK ou c'est pas OK? Est-ce qu'il y a des risques que tu prends aussi en consommant? Est-ce que tu te mets en danger? Donc voilà, il y a plusieurs facteurs, mais il n'y a pas aujourd'hui je suis et pas hier, en fait. Voilà. Après, moi, je dirais, je pars surtout à partir du moment où la personne exprime qu'elle commence à se poser des questions ou qu'elle trouve que la conso lui pose problème, alors que ça soit 2 pétards ou 3 bouteilles de whisky, j'ai envie de dire, peu importe. Donc à partir du moment où ça vient, en tout cas, poser la question de pourquoi je consomme, ça ne me convient pas, je suis dans un inconfort. Donc moi, je pars de là. Je ne réponds absolument pas à la question. Moi, je retourne la chose autrement. C'est parce que s'il n'y a pas de prise de conscience, s'il n'y a pas quelque chose qui à un moment fait qu'on prend conscience, malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas énormément de personnes qui se retrouvent addictes, à avoir un problème d'addiction sans même s'en rendre compte, en étant en plus dans une société qui tolère légalement certains produits? J'ai envie de dire au niveau de l'alcool, probablement, parce qu'évidemment c'est encore plus, j'ai envie de dire presque pervers, parce que quelqu'un qui va consommer de l'héroïne, voilà, on ne sera pas du tout, en tout cas, ça ne sera pas la même visibilité. J'ai envie de dire la seule raison valable pour ne pas boire, c'est on doit dire qu'on est malade, souvent. Ça, c'est accepté. Pour le reste, c'est allez, vas-y, bois un coup. Donc, c'est quand même très complexe. Donc, j'ai envie de dire, il y a quelque chose, et en plus, on n'est pas égaux, je veux dire, au niveau de l'addiction. Donc, pour certains, ça peut poser aucun problème et on ne se rend pas bien compte qu'on est addict et ça fonctionne. Et pour certains, ça va s'effriter beaucoup plus vite avec peut-être moins de conso. Donc j'ai envie de dire que ça dépend aussi peut-être de plusieurs facteurs. S'il y a une vie sociale qui est un petit peu stable, s'il y a des cercles d'appartenance solides ou ce genre de choses, ça pourra en tout cas faire peut-être
soutient différemment que quelqu'un qui pourra éventuellement déraper et tomber dans l'addiction. Et est-ce que vos associations ont une vie précaire ou pas, dans la mesure, est-ce qu'il y a une volonté étatique ou de la part des communautés, parce que je ne sais pas de qui vous dépendez, qui est réellement une prévention de terrain, ou est-ce qu'au contraire, c'est un combat même quotidien par rapport aux autorités pour pouvoir exister? On va tous prendre le micro. Donc évidemment, c'est assez dramatique, mais donc on est très fragile. Donc, alors maintenant, c'est un petit peu donc on développe beaucoup de projets. Donc, par exemple, l'AMA maintenant a plusieurs équipes mobiles, donc qui descendent dans les stations de métro, les gares du Midi, enfin les zones un peu plus sensibles. Sauf qu'on se retrouve souvent avec des financements très courts, d'une année, donc avec des contrats précaires. Donc, on est parfois dans quand même certaines aberrations de vouloir créer de l'ancrage et de la réinsertion, alors qu'on est sur des équipes et des projets qui sont souvent fragiles, malheureusement. Nous, notre projet de testing, donc d'analyse de produits psychotropes, nos chimistes ont reçu leur C4, les deux. Mais on a trouvé un peu de fonds propres, donc on va tenir jusqu'en septembre. Mais pour qu'on puisse faire du testing pendant l'été, pour que les gens puissent venir faire tester leurs produits avant d'aller en festival et de les bouffer en sachant ce que c'est. Donc ouais, c'est tout le temps. Enfin, on passe notre temps à remplir des demandes de subsides, qu'on analyse ce qu'on a fait pendant un an pour un an vite fait. Enfin, filer des thunes. Moi, je voulais juste rajouter, en fait, combien de fois on reçoit des appels pour des nouvelles demandes et combien de fois on doit refuser parce qu'on n'est pas en capacité et les autres centres, ils ne sont pas en capacité et les gens qui ont une addiction, souvent c'est maintenant je suis prête, demain je ne sais pas si je vais être prête. Et c'est super frustrant pour nous de devoir dire, en fait, on sait que cet assaut ne prend plus de patients, nous non plus. Et en fait, voilà, on les laisse en aide. Voilà. Nous, on est tout le temps là, en fait. On a été créé en 1935 par Bill et Bob aux États-Unis, et puis le mouvement est arrivé chez nous. Et le mouvement s'est vraiment voulu, justement, de dépendre de personne, pas de l'État, de personne. On met nous-mêmes de l'argent dans un chapeau en réunion pour pouvoir payer le local, payer le café, etc. Et petit à petit, l'association a grandi. Et donc, heureusement, le fait de ne dépendre de personne nous permet d'avoir une totale liberté dans nos actions. On fait également de l'info publique dans les écoles, dans les prisons, au palais de justice et des choses comme ça. Et nous, on imagine ça, c'est de la prévention. En tout cas, on a l'impression qu'on plante des petites graines. On va de notre expérience expliquer aux gens que, un moment, ça peut déraper. Un jour, on peut boire normalement, puis à un moment, l'alcool n'est plus fait pour nous. Je pense qu'en fait, le déclic arrive peut-être le jour où on n'arrive plus à faire avec l'alcool, mais on essaye d'arrêter, on n'arrive pas à faire sans alcool. Et là, ça devient un problème dans notre vie. Voilà. Et donc, il faut nous les envoyer, en fait, Oui, mais si ce n'est qu'en vrai, je pense que vous vous complétez tous et toutes. Et que si on enlève un maillon, malgré tout, c'est plus quelque chose qui se réduit, mais pas qui se suffit. Autre question très naïve. Est-ce que c'est plus difficile pour une femme que pour un homme? Avec aussi tous les clichés qui sont derrière. Mais je pense qu'il y a plus de choses. On en discute avec Julie avant, mais je vais dire un homme qui boit, c'est pas très grave. Une femme qui boit. Est-ce que le combat, est-ce qu'on doit faire face aussi en tant que femme à toute une série de clichés, d'images, de jugements qui, je pense, sont quotidiens à tout niveau, mais qui ici, du coup, on se prend une violence purement à cause du genre. Je crois qu'on a tous entendu une femme qui boit, c'est pas beau, par exemple. Alors qu'un homme qui boit, je sais pas, c'est beau. Je sais pas trop, mais voilà. Donc en tout cas, il y a quand même des clichés qui circulent. Donc moi, je pense que ça fait partie des difficultés pour les femmes parfois de pousser la porte de certains services. On peut rajouter là-dessus la question éventuellement de la parentalité.
Donc la prise de risque, donc si on est maman et qu'on a un souci de consommation, c'est quand même un peu touchy de demander de l'aide, parce qu'en Belgique, on est quand même fort sur la protection de l'enfant. Et donc on peut avoir des interventions quand même assez brutales, qui est de retirer l'enfant et pas forcément de consolider le système familial. Donc j'ai envie de dire, il y a plusieurs paramètres qui font que les femmes ont tendance à se planquer, en fait. Donc je dirais, pour moi, ça complexifie et ça peut faire traîner des situations où, à la rigueur, la femme aurait pu demander bien avant du soutien, mais n'a pas osé le faire. Donc moi, je pense que ça peut ajouter quand même une difficulté, en tout cas. Dans la continuité, donc, moi j'anime des groupes de parole au Pélican et c'est des groupes mixtes, mais c'est vrai que parfois il n'y a que des femmes qui sont présentes. Et dès qu'il n'y a que des femmes qui sont présentes, le sujet est presque d'office abordé. La question de la féminité, de la consommation, de tous les freins que ça peut amener. Au Pélican, comme spécificité, on a aussi le fait qu'on propose des suivis d'aide en ligne par chat. C'est durant 3 mois, c'est gratuit, c'est anonyme. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à travers ce service-là, qui va chercher les personnes dans leur lieu de vie, vu qu'il suffit qu'elles aient un ordinateur, on s'est rendu compte qu'on avait plus de femmes que d'hommes, alors qu'en face à face, il y a plus d'hommes que de femmes. Et donc, ça pose l'hypothèse de, tiens, les femmes semblent moins facilement arriver en face à face. Qu'est-ce qui peut provoquer ça ? L'hypothèse de la honte, du jugement social, évidemment, est mise en avant. Mais donc, c'est très intéressant d'avoir comme ça, quand on propose un service en ligne qui est anonyme et qui est gratuit, des représentations tout à fait différentes au niveau du public qui arrive. Alors, je vais juste revenir sur cette question des financements, mais juste pour savoir de quelle entité vous dépendez. Est-ce que c'est le fédéral? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que... voilà, c'est très naïf. Nous, c'est la COCOF principalement. Ok. Nous, c'est la COCOF aussi, principalement. Nous, c'est compliqué. Donc, il y a la COCOF, il y a la COCOM et on a également Iriscare. Donc, selon les antennes, on n'a pas le même financement. Ce qui est pas plus facile. On pourrait croire plusieurs enveloppes, plusieurs... Donc, on essaye de faire un peu des jeux de vases communicants. Mais voilà. En même temps, si je me rappelle bien, au moment du Covid, on a découvert qu'on avait 19 ministres de la Santé, quelque chose comme ça. Mais est-ce qu'il y aurait, pour vous, je ne vais pas dire une solution miracle, mais à quel niveau il faudrait réellement que ça bouge et qu'il y ait une prise de conscience ? Je pense qu'il y a beaucoup d'assos qui devraient être pérennisés maintenant. Donc je veux dire qu'on doive comme ça régulièrement démontrer qu'on a une activité pertinente, ouais. C'est quand même un peu aberrant. Peut-être quitter un peu plus, en tout cas il y a souvent une dualité entre voilà, ce qui est le soin, la prévention et le sécuritaire. Donc il y a des conflits d'enveloppe là-dedans. Donc moi je sais que... Enfin, où mon cœur balance, donc je n'irai pas vers le sécuritaire en tout cas. Ouais. Mais donc voilà, après on ne va pas faire un débat politique maintenant, mais... Non, mais c'était pas le but. Moi c'était plus essayer de... Voilà. Et après, on parle j'entends légalisation sur le côté, mais est-ce que la légalisation en soi permettrait un encadrement ? Après, il faut peut-être la définir, ça peut être compliqué aussi, mais moi, je trouve que ça enlèverait une hypocrisie, en tout cas. Mais ça enlèverait une hypocrisie. Alors, pour les autres produits, peut-être, l'alcool, il est légal. Et déjà, juste la légalisation de l'alcool, elle n'est pas claire. De qui peut boire quoi, à quel âge, personne ne le sait. On sait à quel âge on peut acheter, théoriquement. On sait à quel âge on a le droit d'acheter, théoriquement. Et acheter quoi ? Donc, c'est ce qui est distillé à partir de 18 ans, ce qui est fermenté à 16, peu importe le nombre de degrés, ce qui a déjà peu de sens. Le fait de pouvoir acheter de la bière ou de l'alcool sur les autoroutes, c'est particulier. Là, il y a plein de choses, alors que c'est légal. Les légalisations, évidemment que c'est des bons plans. Ça permet de mettre un cadre, ce qui n'est pas le cas sur le marché noir. Après, est-ce que AB InBev est pour autant une société vertueuse? Je ne suis pas sûr. Quand on voit tous les goodies qui sont distribués en masse aux étudiants avec des logos pour décorer les chambres,
En fait, tu te lèves le matin et tu as ta casquette Jupiler, ça te fait penser à picoler. Tu as ton porte-clés avec Maretsu, enfin, c'est tout le temps. Donc, oui, c'est mieux que ça lèverait une hypocrisie sur les autres produits, mais après, ça reste... J'arrive avec un micro. Non, mais c'est parce qu'on c'est pour ma petite collègue. Je dis petite, je suis vilain, parce que je suis très petit moi-même. Hop, s'il vous plaît. Oui, c'est simplement une question par rapport aux boissons sans alcool. Donc c'est tout simple. Pour le moment, c'est en train d'exploser, quoi. Oui. Les mocktails, avoir des alternatives chouettes aussi, parce que se retrouver à boire du coca toute la soirée, c'est chiant. Il y a plein d'autres chouettes cocktails amusants, enfin, trucs plus rigolos, quoi. Bonjour. C'était une question par rapport aux alcooliques anonymes. En fait, dans le film, on montre une scène où la religion est assez présente. Et donc, quand j'ai regardé le site, votre site internet, ça m'apparaissait également, en fait. Oui, ça nous a fait sourire, mon filleul et moi, parce qu'effectivement, on entend la prière de la sérénité, qu'on appelle aussi la pensée de la sérénité. Il faut savoir que le mouvement DA a été créé donc en 1935 par 2 protestants qui ont écrit cette méthode, et que cette méthode n'a jamais changé avec les années, parce qu'elle fonctionne, parce qu'elle a pu aider beaucoup, beaucoup de gens. Et donc, effectivement, on a gardé cette pensée de la sérénité. Alors, il y a des groupes où c'est parfois très poussé. Moi, dans mon groupe, on récite la pensée de la sérénité en début et en fin de réunion, sans se tenir la main, sans faire de prière et tout ça. Mais c'est quelque chose qui nous, en tout cas, moi qui suis complètement agnostique, m'a aidé. Quand on écoute cette pensée de la sérénité, c'est accepter les choses que je ne peux pas changer. Dans la vie, il y a plein de choses que je ne peux pas changer. Avoir le courage de changer les choses que je peux, ça veut dire que si par exemple j'ai une situation, j'ai envie de changer ce qui se passe, mais ça je sais pas, mais par contre je peux me changer moi face à cette situation. Et la sagesse de connaître la différence entre les deux, voilà, c'est juste ça, cette pensée de la sérénité. Mais effectivement, on est très fort cliché chez AA par rapport à ses prières, etc. Mais en tout cas en Belgique, c'est beaucoup moins... C'est pas chrétien, c'est une association qui est complètement... qui n'est pas du tout religieuse. Alors, moi, j'ai une question aussi qui est peut-être aussi un peu naïve, mais on a à chaque fois parlé des personnes qui ont une consommation, mais chaque fois de démarches personnelles. Or, je crois qu'on a tous dans notre entourage quelqu'un qui présente un souci par rapport à la consommation, ou en tout cas où c'est évident, on se dit telle ou telle personne, il a un souci ou elle a un souci de consommation. Qu'est-ce que les personnes proches peuvent faire? Grande question, j'imagine. Je ne sais pas s'il y a une réponse, hein, mais... Ne rien faire. Chez les Alanons, ils ont tendance à dire c'est le détachement avec amour. Ça veut dire que moi, pendant des années, j'ai essayé de sauver ma mère, de vider les bouteilles, de cacher les bouteilles, de la mettre en pyjama, de faire attention qu'elle n'oublie pas d'éteindre sa cigarette. Enfin bref, c'est l'enfer pour la famille. Et ça n'a jamais rien changé. Puis moi, je suis tombée dedans, etc. Et j'ai poussé la porte DA pour m'en sortir. Et donc, on m'a dit, surtout, il faut que tu t'occupes de toi. Pour elle, malheureusement, tu peux rien faire. Donc, je me suis occupée de moi pendant 2 ans. Et elle m'appelait très régulièrement. Elle était pétée du matin au soir et du soir au matin. Elle m'appelait très régulièrement pour me demander si j'étais en réunion, complètement bourrée. Et je disais non, je ne suis pas en réunion, je suis à l'école, je suis instituée, etc. Et petit à petit, je pense que de voir que je parvenais à lâcher le verre, ça a fait son petit chemin chez elle. Et un jour, elle a poussé la porte DA. Donc je pense que le jour où j'ai arrêté de me battre avec elle, mais c'est très compliqué en fait. Moi, il a fallu que je l'imagine morte. C'est très compliqué, mais je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut aider quelqu'un d'alcoolique. Je pense qu'à force tant qu'on ramassait mes bêtises, tant qu'on payait les factures que je payais pas, tant qu'on m'aidait à racheter une nouvelle bagnole parce que je plantais ma bagnole dans un mur, je ne prenais pas vraiment conscience de ce qui se passait. Le jour où je me suis retrouvée les 2 genoux à terre, là, ça a commencé à aller. Je pense aussi c'est important d'être juste là. Parce qu'à un moment, on le voit aussi dans le film, la personne, elle devient lourde, c'est le pote chiant qu'on n'a pas envie de voir, et en fait, continue à le voir, quoi, même si c'est chiant.
Nous, on reçoit beaucoup d'appels de personnes de l'entourage au Pélican, puisqu'en fait, on accueille des personnes d'entourage. On a une psychologue qui travaille spécifiquement avec eux. Et c'est vrai qu'on reçoit beaucoup d'appels en disant, par exemple, mon fils joue, mon fils boit, ou ma tante, ou que sais-je. Et en fait, en général, l'une des choses qu'on propose à ces personnes quand elles téléphonent, c'est déjà de dire que on ne peut pas prendre rendez-vous pour quelqu'un d'autre, mais aussi de leur dire, et vous, comment est-ce que vous vivez ça? Et je pense que le fait d'aider les personnes de l'entourage à prendre conscience que c'est difficile pour elles aussi, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et donc, du coup, ça correspond à ce que fait Alanon aussi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. On va mettre fin aux échanges ici. Oui. Non, je ne peux pas. Voilà. Si, si. C'est sûr que si. Voilà. Il y a un point quand même qui était important. On a regardé le film en équipe avant de venir ici pour nourrir la réflexion. On trouvait le film super, mais on trouve quand même que son parcours, il est dur. Donc moi, j'avais vraiment envie d'insister ici pour rappeler que chaque parcours est vraiment personnel et qu'il ne faut pas forcément partir dans le fin fond de l'Angleterre seul voilà, c'est ça, auprès des phoques, même si c'est extrêmement mignon. Mais donc vraiment, c'est cette importance de s'approprier son parcours. Et en fait, le soutien social, c'est hyper important. Donc ce film, c'est un message d'espoir, je pense que tu l'as dit au début, et c'est un très très beau film aussi, mais des parcours, il y en a plein qui sont différents, et donc j'invite vraiment à la nuance par rapport à ça, et aussi à entendre toute la diversité des parcours possibles. Voilà, c'est tout. Eh bien, merci beaucoup, merci à toutes et à tous, et merci à vous.